Salut les citoyens, on se retrouve toujours en direct du Salon des maires de France où nous sommes venus nous installer pour 3 jours. Et on va à présent donc parler participation citoyenne et donc le développement durable. Et pour en discuter, trois invités avec moi, Pierre-Alain Raffan, député La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Guillaume Gontard, sénateur écolo. Président du groupe écologiste au Sénat. Absolument. Et Laurent Delquerroux, The Shift Project, donc un associatif investi sur ces questions. Bonjour, merci. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Donc sur les sujets de développement durable, peut-être j'ai lancé ce mot, parce qu'en fait on était en train d'en parler juste avant. Est-ce que vous pouvez nous situer le concept, donc développement durable, dont on disait quand on entend ce terme, globalement les gens vont le mettre dans un petit silo. En réalité, ça fait lien aux objectifs de développement durable, aux 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Oui, exactement. Enfin, merci de poser la question. C'est vrai que c'est un sujet qui est peu connu. On avait regardé les dernières études de certaines associations sur le sujet, justement, qui nous disaient qu'il y avait moins de 10% des Français qui connaissaient le sujet des 17 objectifs de développement durable, et ce qui se retrouve aussi malheureusement dans notre système politique. Et en fait, les développements durables et ces objectifs, il y en a 17 qui ont été votés en 2015 à l'ONU par 193 pays. Et l'idée, c'est de dire que tout est lié, et que si on veut résoudre un problème qui est celui de l'écologie des gaz à effet de serre, mais il faut aussi penser à tout le reste. On doit penser à comment repenser l'industrie, comment repenser les entreprises, nos modes de consommation, ne pas laisser les gens sur le côté, penser à la biodiversité, aux vivants au sens large. Et donc il y en a 17 pour aller tous dans le même sens. Parce que s'il y a un seul pays qui est parfait, ça ne va pas forcément résoudre le problème de la planète. Donc l'idée, c'est d'avoir une partition commune. C'est pour ça qu'on essaie de les promouvoir au plus grand nombre. Merci pour cette
précision. Guillaume Gontard, sur vous, au groupe Écolo, j'imagine que pour vous, c'est une matrice bien utilisée, ces 17 objectifs du développement durable. Et est-ce que dans la construction du programme présidentiel à venir, c'est une matrice qui va être utilisée, si vous le savez? Sur les 17 objectifs et sur cette initiative qui est du coup aussi une vocation internationale, et c'est ça qui est important. Ouais. C'est qu'on aille tous dans le même sens. On a vu l'échec de Glasgow récent, il y a cette nécessité-là qu'à travers différents pays, on puisse à chaque fois, sous ce crible de ces 17 orientations, pouvoir avancer et avancer dans le même sens. Et c'est vrai qu'après, c'est toujours entre les systèmes qu'on met en place et le respect en fait, et de comment on se met dans ces cadres-là. Et c'est vrai que sur l'ensemble de nos discussions parlementaires, sur les textes, c'est vrai que ça devrait être un bon outil pour se dire, voilà, chaque texte devrait passer au crible de ces 17 objectifs et de savoir si où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, et du coup de pouvoir rectifier la loi. On avait fait des propositions d'ailleurs pour que dans les textes, à chaque fois, on ait ce travail-là. Et de se dire, non, ce texte-là, non, il ne marche pas, il ne fonctionne pas sur telle ou telle orientation. Et du coup, il faut le reprendre. Pour l'instant, hélas, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. C'est qui permet effectivement d'avoir cette grille de lecture pour évaluer chaque disposition. Laurent, de votre côté, The Shift Project, est-ce que vous le situez dans cette matrice? Et éventuellement, peut-être préciser aux gens ce que vous faites, The Shift Project, et sur quels éléments vous intervenez. The Shift Project est un think tank sur les questions de climat et d'énergie qui est surtout connu pour ses travaux plutôt à l'échelle macro, à l'échelle nationale, autour de la décarbonation de l'économie de la société française. Mais on travaille depuis quelques années sur la question des territoires, et on s'intéresse à la façon dont les territoires s'emparent de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, force est de constater que quelques collectivités, quelques territoires utilisent la matrice des ODD pour, comme tu le disais, évaluer leur action et orienter leur action, mais ça reste à mon avis encore assez minoritaire, voire marginal. On a plutôt l'impression que le terme de développement durable est en train d'être un peu supplanté par la transition écologique, qui aussi pour beaucoup de gens, dont nous faisons partie, a une acception très globale de transformation qui intègre les enjeux d'énergie et de climat, mais qui du coup embarque aussi toutes les autres dimensions économiques et sociales. Donc aujourd'hui, très objectivement, on n'utilise pas beaucoup la matrice des ODD, tout simplement parce que aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle n'est pas suffisamment opérationnelle et appropriée au niveau des territoires, et qu'on préfère à repartir de ceux qui semblent accrocher un peu plus sur les territoires, à savoir les transitions ou la transition écologique, la transition énergétique, qui elle-même ensuite embrasse, comme je dis, tous les autres objectifs. Mais par contre, j'ai pu observer que dans le milieu de la coopération internationale et de la solidarité, y compris en France, c'est un agenda, c'est une grille qui est beaucoup plus valorisée, beaucoup plus utilisée. Et aujourd'hui, la plupart des ONG de développement, des projets de développement s'appuient sur ces ODD pour défendre leurs actions. Ok. Alors, pour revenir sur le centre de notre sujet, le lien participation citoyenne et transition développement durable, on a eu un bon cas d'école avec la Convention citoyenne pour le climat. On a cherché donc à impliquer les citoyens dans des réflexions pour accompagner donc ces changements. Quel est votre regard à tous les trois, je dirais, sur le principe général de l'inclusion du citoyen dans cette transformation et l'exercice particulier de la Convention? Tu veux se lancer? Non, moi je pense sur la tentative, on va dire, en tout cas l'expérience de la Convention citoyenne, qui pour moi a été une expérience démocratique intéressante. Mais on va dire que ça s'est arrêté à l'expérience, et tout ce qui a été derrière a été particulièrement, je dirais, dramatique, justement pour la question démocratique. Et je pense qu'on en payera d'ailleurs, et on en paye un petit peu les pots cassés pour la suite. Tout simplement parce que je pense qu'en fait, en matière de démocratie, on ne peut pas faire de washing, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut fixer clairement les règles, il faut être, je dirais, à la fois honnête avec les citoyens, humble aussi. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important en matière démocratique, de dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire avec vous, voilà ce qu'on peut vous promettre ou ce qu'on ne peut pas vous promettre, et comment on va fonctionner, et de mettre ses limites sur la table. Et là, je dirais que c'est un petit peu des limites qui avaient été mises par le président Macron. Vous faites référence au sans filtre?
au sans filtre, au fait qu'on demande. Pour moi, ce qui était le plus important quand même, c'est qu'on a passé un contrat avec des citoyens. On leur a dit, faites-nous des propositions pour arriver à baisser de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030. C'était le contrat, c'était voilà. Ils l'ont fait. Moi, ça m'aurait pas gêné qu'on me dise telle ou telle proposition paraît compliquée, effectivement, à mettre en place, etc. On va la remplacer par autre chose, mais notre objectif, on le garde et on va travailler avec vous et on va voir comment on fait. C'était d'ailleurs le lien avec les parlementaires que je trouvais intéressant, puisque on a redonné ce travail des citoyens aux parlementaires et c'est retravaillé. Sauf qu'au bout du compte, c'est pas du tout ce qui s'est fait. Je crois qu'on doit arriver au bout du compte à, 12 propositions de la Convention citoyenne qui seront réellement dans le texte, et on arrive avec un texte qui est à 20-30% de l'objectif qui était lui-même fixé par le président de la République. Donc on voit bien le décalage à la fois entre la proposition démocratique, citoyenne qui avait été proposée, et puis le résultat final. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que à travers des expériences comme ça, qui peuvent être très intéressantes, c'est l'image qu'on donne derrière. Moi, je pense, bon courage à celui qui voudra réessayer à faire une expérience comme ça, pour trouver des gens qui auront envie de s'impliquer sans avoir l'impression d'être floués. Alors, on va passer la parole. La majorité, vous n'aurez peut-être pas forcément la même lecture, mais malgré tout, localement, quand on dit bon courage au suivant qui voudra refaire, nous, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de collectivités locales ont décidé de faire des conventions citoyennes. Alors peut-être qu'elles étaient avec cette même grille de lecture en se disant qu'elles vont corriger les biais que vous soulevez ici, mais ça a fait des petits quand même localement. Ça serait intéressant. J'ai lancé l'expérience au niveau du département et en lien avec mon travail de sénateur, en lançant un collège citoyen, et pareil en termes d'expérience, mais c'est vrai qu'on a justement essayé aussi de vraiment marquer les choses, et puis aussi de vraiment se dire on est dans une expérience, et voilà. On va peut-être en parler. Oui, on y reviendra après. Votre analyse. J'ai une lecture un peu différente. On s'y attend. Ce qui est normal. Alors, en fait, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'était déjà celui de l'abstention. Il y a quelque chose qui me marque. J'ai repris tous les chiffres du ministère de l'Intérieur depuis les années 60 sur toutes les élections, du très local jusqu'aux européennes. Et en fait, depuis fin des années 60, quelle que soit l'élection, l'échelle d'élection, en fait, on a une tendance, une abstention en hausse. Ça veut dire que ni les programmes, ni les candidats ou candidates, finalement, arrivent à restaurer cette confiance-là. Donc on a un problème de pratique politique. C'est au-delà des problèmes, c'est de la pratique politique. Et je crois que la tentative qui a été faite de convention citoyenne, c'est-à-dire on doit ramener tout le monde à participer aux décisions d'un pays, d'une nation pour aller dans le même sens. Après, c'est des exercices qu'on essaie de faire. On travaille aussi, nous, avec Purpose, sur le sujet des ODD, parce qu'on s'est dit, tout seul, on ne fera rien, jamais rien, donc on veut embarquer le plus grand nombre. Et à chaque fois qu'on pose des amendements, il y a eu un travail qui a été fait avec les équipes, qui est un travail qui est profond et qui demande du temps. La plupart de nos amendements qu'on pose depuis maintenant le confinement, parce que c'est là où on a commencé à travailler avec vous, sont inspirés de ce travail citoyen. Donc ça, moi je trouve que l'exercice est très intéressant. Après, il y a le sujet du cadrage, justement. Moi j'ai été un peu déçu de la Convention citoyenne parce que j'aurais préféré qu'on aborde justement les ODD. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus large en disant il faut qu'on arrive à avancer petit pas par petit pas, mais en réglant tous les problèmes sans déshabiller d'autres sujets. Donc ça, c'est peut-être des choses à corriger par la suite. Et enfin, il y a l'explicabilité. Je pense qu'il y a eu un sujet politico-médiatique qui n'était pas forcément simple, parce qu'on entendait très souvent dire il y a des propositions qui vont être faites, et donc elles feront la loi. C'est pas le sujet de débat. Il y a eu des propositions, le président a dit j'ai droit à 3 jokers, c'est ce qu'il a fait. Et entre le début... Ça, il l'a quand même dit après. Il l'a dit après. Il l'a pas dit au début. Ça évolue, c'est partie des méthodes vivantes, on va dire ça comme ça. Mais, sur ces propositions, entre le fait qu'il y ait eu des propositions, le travail jusqu'au rapport final, mais il s'est passé aussi plein de choses au niveau législatif. C'est-à-dire qu'il y a eu vote 3 à 4 fois par jour dans les différentes chambres, selon la puissance de la loi. Et l'exercice qui a été fait à la fin, c'est de dire sur toutes les propositions, on va regarder ce qui a déjà été fait, ce qui est en cours, et ce qu'on doit rajouter sur ces propositions. Et c'est vrai que l'explicabilité n'est pas si claire, ça peut créer des confusions, parfois de rôle, mais je pense que c'est une tentative, on voit bien que ça inspire les territoires aussi sur le sujet, je pense qu'elle est à refaire, peut-être dans des méthodes différentes, peut-être sur un temps différent, avec des rôles différents, mais c'est à repenser, parce que si on ne le fait pas, de toute façon on va participer nous-mêmes à une abstention qui va continuer de croître. Ça, c'est sûr. C'est une des responsabilités du milieu politique. Oui,
je vais donner la parole, mais sur la table ronde précédente, les deux maires qui étaient là témoignaient tous les deux. Je voudrais pondérer ça. Moi, j'accepte assez bien l'idée de l'expérimentation. Expérimentation essai, on explique aux gens qu'on fait un truc, on essaye, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais moi je l'ai pas entendu dans la convention citoyenne, j'ai plutôt entendu quelque chose d'assez directif, on va y aller, le sans filtre. Moi je ne croyais pas mes oreilles, et surtout ce que je voulais pondérer, ce que disaient les deux maires précédemment, ils disaient que quand tu fais ta première démarche de participation citoyenne, tu n'as pas le droit de te planter, parce que si tu te plantes, tu déçois les gens, et quand tu dis derrière bon courage pour l'un, bah c'est un peu ça. Je pense effectivement, c'est qu'un avis personnel, je ne sais pas si le président de la République peut faire ça, dire je vais essayer un truc, on verra bien si ça marche, mais je suis quand même porté à penser que les gens préfèrent des discours comme ça, plutôt qu'on leur dise je vous assure que, et à la fin on ne l'a pas. Je crois que effectivement sur la logique du sans filtre, même beaucoup de parlementaires se sont sentis déstabilisés par ça. Concrètement, ça voulait dire quoi? Que c'était les 150 qui allaient faire la loi. C'était un peu surprenant. Mais je peux quand même te donner la parole, la même chose. Les associations, il y en a plein qui se sont dit, mais attends, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on essaye de porter le sujet auprès des politiques, et on nous dit aujourd'hui que c'est 150 citoyens qui vont le faire à notre place. Est-ce que tu as vécu la chose comme ça? Non, on l'a pas différemment. On l'a pas vécu comme ça. Moi, je ne discute pas des erreurs qui ont pu être menées. Mais moi, ce que je retiens de la Convention citoyenne, c'est l'importance d'expliquer aux gens. C'est-à-dire le fait qu'on a pris le temps, ça a été assez rapide, mais en quelques week-ends, en quelques mois, on a pris des gens au hasard, globalement représentatifs de la population française, qui n'avaient pas d'appétence particulière sur les sujets de transition, de climat, tout ça c'était pas du tout leur sujet, et en les informant, en les formant, en les informant, au bout de quelques mois, ils sont convaincus de la nécessité de prendre des mesures assez ambitieuses, que beaucoup ont jugées trop ambitieuses, et ça je trouve que c'est important, parce que ça renvoie à la nature même de la transition écologique dont on parle et du changement profond qu'il faut opérer. On parle de transition. La transition, c'est le passage d'un état à un autre. On doit passer d'un état, d'une situation de climat stable à un climat instable, d'une situation d'une société qui vit des énergies fossiles à une société sans énergie fossile. Donc tout ça, c'est des transformations profondes qui, si vous les expliquez aux gens, pour moi, la Convention citoyenne, elle fait la démonstration qu'à ce moment-là, les gens peuvent d'abord co-construire des propositions à la hauteur de l'enjeu, même si certains spécialistes trouvent que c'était encore insuffisant, et surtout avec un niveau d'acceptabilité majoritaire. C'est-à-dire globalement, la plupart des décisions, quand ils ont fait le vote final de leur ils étaient évidemment très largement favorables je ne sais plus combien, 149 propositions. Donc ça, pour moi, c'est une leçon très importante. Et si on le ramène aujourd'hui à ce qui se passe sur les territoires, globalement en France, d'abord, ça veut dire que peut-être qu'il ne faut pas se contenter de former 150 personnes ou d'informer, mais que c'est peut-être l'ensemble. Alors évidemment, l'ensemble de la population, c'est très abstrait, mais déjà, les parlementaires que vous êtes, l'exécutif, s'il avait été peut-être plus formé et informé, peut-être qu'il aurait reçu différemment les propositions des conventionnels, je crois. Donc il y a un enjeu quand même majeur, et ce qui est vrai évidemment au niveau de l'exécutif et du Parlement l'est aussi au niveau local. Donc tant que ça paraissait pas une figure de style, c'est-à-dire le sujet est suffisamment complexe, cette adaptation au changement climatique qui doit en même temps être compatible avec la transformation de l'économie et des modes de vie des gens, qui touche à tous les secteurs, enfin on pourrait développer. Ça nécessite un minimum de compréhension avant de se dire ok, j'ai compris que tout était lié, on parlait des ODD à l'instant, j'ai compris qu'il fallait que je sois capable de me projeter dans un monde décarboné, alors qu'aujourd'hui je suis totalement dépendant des énergies fossiles dans absolument tous les pans de la société. Et donc, et en même temps, ça me permet de réfléchir à un monde qui
n'est pas fait que de contraintes, parce que souvent quand on parle de sobriété ou de décarbonation, on pense contraintes. Voilà, alors penser un monde où on pourra se déplacer, se nourrir, se loger, tout en, évidemment, en ayant réduit fortement nos émissions de gaz à effet de serre, en consommant moins de ressources, moins d'énergie fossile, mais aussi moins globalement de ressources non renouvelables. Et si je reviens à la Convention citoyenne, c'est pas un hasard si aujourd'hui beaucoup de collectivités reprennent un peu ce modèle, en l'adaptant parfois, c'est-à-dire en y mettant un collège d'élus, qui n'existait pas forcément dans la Convention nationale, pour que le lien se fasse et qu'il n'y ait pas cette déconnexion qu'on a quand même ressentie entre le travail de la Convention citoyenne et la façon dont l'exécutif s'en est emparé ensuite. Oui. Moi, je suis très critique sur évidemment la façon dont on a présenté cet exercice et la façon dont on l'a valorisé ensuite ou dévalorisé ensuite, mais je retiens quand même cette démonstration que si et il y a pas mal d'enquêtes aussi qui montrent que les citoyens, quand bien même ils n'ont pas un niveau d'information très élevé, sont beaucoup plus prêts à faire des efforts et à accepter des décisions que les parlementaires. Mais je pourrais vous indiquer, il y a des... Je trouve c'est vraiment ce qui est intéressant, je trouve, ce qui était intéressant dans la Convention citoyenne, c'est que moi je l'entends à chaque fois qu'on fait des propositions, qu'on dépose des PPL, etc. Il y a toujours cette question de l'acceptabilité. Ils vont dire oui, ok, la mesure elle est bien, voilà, mais voilà, faut arriver à la faire accepter, c'est très compliqué, on ne peut pas aller aussi loin, on nous donne toujours l'exemple des gilets jaunes, etc. Enfin bon, voilà, de dire qu'il faut, et que bien sûr qu'il faut faire ce travail d'explication, mais ce que je trouve, ce qu'a montré la Convention citoyenne, et quand on voit les 149 propositions, enfin même les 150, parce qu'il y en a une qui a été, on va dire, mis de côté parce qu'elle n'a pas reçu, je crois que c'était, je sais plus, il fallait qu'il y ait 60%, enfin voilà, ils en ont exclu une, mais avec des propositions très fortes, hein. On parlait sur les déplacements par exemple, sur le fait de privilégier le train à l'avion où ça a fait gros débat, on voit bien que quand on met 150 citoyens, qu'on les forme, qu'on leur donne les éléments pour pouvoir travailler, les expertises, ils sortent cette proposition-là. Donc on voit bien que cette question de l'acceptabilité, elle passe forcément justement à partir du moment où on a l'information, à partir du moment où on y travaille, un panel pourtant représentatif arrive à aller même plus loin effectivement que ce que pourraient oser des parlementaires. Moi ça m'interroge beaucoup parce que on prend un panel de 150, donc 10 représentatifs, versus une assemblée, je pense que les députés 577 et vous au Sénat 300, je ne sais plus combien. 348. Voilà. Alors au moins à vocation représentative. Et j'ose espérer avec une représentativité supérieure, vu que vous êtes élu au suffrage universel. Vous faites le même job. Vous faites le même job en fait, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des auditions à la Convention citoyenne. Ils ont eu des études. Vous faites quoi? Vous avez des études, et vous faites des auditions. Mais comment ça se fait alors que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets? C'est presque scientifique ce que vous dites. C'est presque scientifique. Mais c'est vrai qu'il y a avant de répondre, je reviens sur celui que vous avez évoqué. Et ce qui serait le rôle en fait d'un État, d'une nation, c'est le sujet de la formation. Parce que là, vous avez dit, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on est sorti des dogmes classiques en disant je viens juste avec mes idées. Il y a une vraie formation, une vraie sensibilisation et des débats. Et pour avoir échangé avec des citoyens de cette convention, ils nous ont dit waouh, la politique c'est plus compliqué que prévu. Plus compliqué que prévu parce que ça vous amène à devoir penser à tout, à devoir faire des arbitrages toujours difficiles. Hein. Bien sûr. S'il y avait des solutions en disant pour que tout le monde soit heureux et compagnie, bon, ce serait assez simple. Et en fait, nous, dans le quotidien, on fait oui la même chose. Il y a des auditions. Je crois qu'il n'y a pas assez de formation pour le coup. Et c'est là où peut-être qu'il y a des pratiques politiques à changer. Je vois que dans certaines entreprises, par exemple, c'est une comparaison qui n'a pas été faite peut-être directement, mais pour avoir accès à des niveaux de responsabilité, vous devez être certifié sur des sujets. Et je crois qu'on devrait réfléchir collectivement, que ce soit les partis politiques avec les associations, de dire sur certains sujets, le politique au sens large devrait être certifié sur les grands enjeux. Développement durable au sens large, les objectifs de développement, les enjeux sur le numérique au sens large, parce qu'il y a des impacts. C'est pas déjà un peu le rôle des commissions? Vous êtes l'un et l'autre dans une commission. Oui, mais je fais une différence entre des auditions et une formation beaucoup plus complète sur des enjeux. Parce que ça aurait deux choses. Entre écouter quelqu'un qui vous apporte une science
c'est une chose, hein. Mais arriver après à embrasser tout le sujet, sachant que les commissions travaillent malheureusement encore silo par silo. Hein, vous avez le développement durable d'un côté, vous avez l'éducation d'un autre côté, l'économie, vous avez le droit et compagnie. Et je pense qu'il y a une réforme aussi des institutions sur cette matrice aussi des ODD pour qu'il y ait plus de travail commun. Et c'est là où peut-être que ça aiderait le Parlement, les parlements en tout cas au sens large, à avoir une vision un peu différente. Fond, on parle. Oui, mais je veux la réponse, mais je resitue la question. On a 150 citoyens qui connaissent que dalle, qu'on dit qu'ils sont vaguement représentatifs. Vous l'êtes. Vous faites la même méthode, vous idéationnez. Ils arrivent à des propositions. Et vous, sur le même sujet, vous arrivez à d'autres. Alors, Guillaume, qu'est-ce qu'il explique alors Non, mais déjà, je vais répondre à ça. Moi, j'ai été quand même, et on a été collectivement assez satisfaits. C'est que les 150 citoyens qui ont travaillé, qui ont fait les propositions, je veux dire, il n'y a pas une proposition, non seulement qu'on rejette dans ce qui a été fait, mais en plus, pour la plupart, c'est des propositions sur lesquelles on avait travaillé, sur lesquelles on avait déjà proposé et qui ont déjà pu être débattues. Au Sénat, avec notre groupe, on a repris ce qu'on a appelé la vraie loi climat, avec une prévision à 55% de baisse de gaz à effet de serre d'ici 2030, en reprenant une part des propositions de la Convention citoyenne, en ajoutant d'autres justement avec ce travail parlementaire, juste pour montrer que, c'est facile, mine de rien, parce que je pense qu'on a besoin un peu d'espoir et de montrer que c'est possible et que toutes ces mesures, elles sont faciles à mettre en place, assez simples et qu'elles ont un effet à la fois sur l'environnement mais aussi en termes de justice sociale. Donc ça on l'a pu montrer. Donc c'est pas ce décalage-là, il n'existe pas. Enfin moi je ne trouve pas qu'il existe forcément. Enfin tout ce travail a été fait. Là où c'est que sur la représentation. Je suis désolé, moi je suis vraiment, et encore plus au Sénat, je ne me sens pas représentatif au sens, on n'a pas, il n'y a plus d'ouvriers ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Le Sénat, on représente les collectivités. À l'Assemblée nationale, si on faisait un panel, je pense qu'on est très 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 loin du panel de ce que peut représenter la société française. Donc c'est là où il y a effectivement le problème de la représentation. Ça c'est évident, quoi. Je veux dire, on ne pourra pas fonctionner très longtemps et je pense que sur le fait qu'il y ait de moins en moins de votants et que on va élection après élection vers une catastrophe démocratique, je pense qu'on ne pourra pas se poser la question justement de cette question de la représentation. Alors est-ce que c'est la proportionnelle ou mais en tout cas il va falloir travailler là-dessus. Ça moi c'est un aspect qui me paraît indispensable. Mais on peut pas dire que ce décalage-là entre les citoyens et puis les élus, on serait à la ramasse. Parfois je le vois, moi je vois quand je vois la manière dont le débat, parce que quand je vois que la manière dont le débat a été fait au Sénat, comment ça a été rejeté, comment certains collègues ont rejeté totalement, enfin je veux dire, c'était même très virulent de dire, je dis, c'est pas quelques zozos qui ont été tirés au sort qui vont nous faire la leçon. Moi ça me, c'est au contraire, c'est complètement notre travail en termes de démocratie, justement si on veut être représentatif, c'est justement d'aller piocher, d'aller vers ce travail-là citoyen pour pouvoir s'en emparer. Ça ne veut pas dire juste on signe en bas et puis c'est bon, le travail a été fait. Ça veut dire comment on le réintègre et comment on fait aussi notre travail justement de transposition dans la société, comment ça peut être accepté, comment ça peut aussi s'ancrer sur d'autres aspects. Il est là notre travail et c'est au contraire de remontrer que c'est ce lien entre citoyens, représentants des citoyens parlementaires qui est à renforcer. Je pense qu'il manque quand même un acteur dont on ne parle pas. C'est celui qu'on ne voit jamais, celui qui n'est pas dans la Convention citoyenne et qui a fait peser la balance des mesures vers autre chose. C'est-à-dire tout simplement les groupes d'intérêt privés. Et moi je reviens à ce que tu disais tout à l'heure et je suis assez convaincu de ça, c'est que la Convention citoyenne a aggravé le conflit de légitimité puisque on est venu mettre une parole supplémentaire en la mettant en concurrence avec les autres. Je pense que la méthode du Grenelle de l'environnement était bien plus intéressante puisqu'elle mettait autour de la table parlementaires, élus locaux, citoyens, monde associatif et monde économique. Et là, donc qu'est-ce qui a fait que de ces 150 mesures, 149, elles ont été adoptées ou rejetées ou amendées? C'est bien parce qu'il y a eu d'autres interventions. En fait, qu'est-ce qui fait en fait que je parlais tout à l'heure de la question des avions dont on a rétréci finalement la distance sur le poids des voitures, etc. Et tu peux pas demander à des gens
fût-il parlementaire ou représentant d'intérêts économiques importants, en chef d'entreprise par exemple, d'adhérer immédiatement à des mesures dont ils n'ont pas compris l'origine. Et je reviens sur la compréhension, c'est quoi l'anthropocène, c'est quoi aujourd'hui le changement climatique et ses effets sur les territoires, sur l'économie. Tant que tu n'as pas compris l'ampleur du sujet et du problème, tu comprends pour le coup, tu ne peux pas comprendre les propositions qui sont faites et encore moins les accepter parce que tu n'as pas le contexte, tu n'as pas la mise en perspective, etc. Donc moi je pense que ce qui est vrai au niveau national, où il y a malgré le problème, c'est pas seulement le manque de représentativité des parlementaires par rapport à la société, c'est tout simplement, moi j'aimerais bien qu'à représentativité égale, déjà, tous les parlementaires passent quelques dizaines d'heures à se former sur toutes ces questions-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Et ce qui est vrai des parlementaires est vrai de la haute administration et de l'exécutif. Donc, et le fonctionnement en silo, il sortira jamais tant que tu n'auras pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui dépasse les silos et que si on ne pense pas au-delà des silos, on est mort. Donc moi je garde ça comme idée force, investir dans cette compréhension, ne serait-ce que parce que tu peux avoir le groupe ou les propositions les plus pertinentes qui soient, les plus réfléchies par rapport à la justice sociale et environnementale. Si elle s'adresse à des gens qui eux-mêmes n'ont pas fait une partie au moins de ce chemin-là, ils vont le rejeter. Parce que la seule chose qu'ils vont voir, c'est la remise en question de leur modèle, de leur business, de leur mode de fonctionnement. Et ils ne verront pas que peut-être leur business peut évoluer, que ça peut être au service de leur entreprise. Mais là, en l'occurrence, le rejet, il n'a pas été... moi, j'ai vu très peu d'entreprises ou qui soient montées au créneau en disant « Oula, faites surtout pas ça ». Enfin, en fait, et même au niveau de la population, la preuve, c'est qu'on avait une convention citoyenne, qu'on fait ces propositions-là, elle est même partie à l'envers, dans ce qui était habituel. Le problème, il n'a pas été là. Le problème, il a été clairement politique, sur un choix politique, pour le coup, là, d'un président, d'un gouvernement qui a décidé de dire « Non, on ne va pas plus loin ». Et là où je suis moyennement d'accord, c'est sur la question de la formation. Bien sûr qu'on pourrait toujours mieux se former, etc. Mais moi, ce que je vois en tout cas au Sénat, moi je suis plutôt assez... je trouve qu'on a plutôt des élus très formés, qui savent exactement ce qui... Voilà, la problématique, elle n'est pas là. Je dirais que c'est même peut-être plus grave pour le coup. Moi, on a des auditions, on a la possibilité d'avoir toutes les informations, de pouvoir faire des commissions, des missions d'information, des commissions d'enquête. Franchement, l'info, on l'a. Et moi, ce que je vois plutôt, c'est des gens, effectivement, qui prennent des décisions en connaissance de cause, mais parce que c'est pas leur choix politique, c'est pas leur orientation pour X ou X raisons. Mais c'est pas l'image de, en fait, ils ont rien compris, ils ont pas, voilà. Non, c'est pas ça. Je veux dire, il y a des débats politiques et à un moment donné, sur ces sujets-là et sur ces propositions de la Convention citoyenne, moi je l'ai vu au Sénat, c'est très simple. Enfin, je veux dire, là, on revient au cœur de la démocratie, il y a eu des discussions, et à un moment donné, on lève le bras, et puis on regarde où est la majorité. Alors, bien sûr, il y a cette question de la représentation, mais ceux qui, pour telle ou telle mesure, n'ont pas levé le bras, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas bien travaillé, qu'ils n'avaient rien compris, etc. Non, c'est parce qu'ils avaient une autre orientation aussi politique, que ça remettait effectivement en cause leur modèle et que c'était pas ce qu'ils souhaitaient. Mais je dirais que c'est quand même en connaissance de cause, et ça fait partie bien sûr du débat démocratique. Il y a deux sujets même, parce qu'il y a le sujet des propositions. Je pense que quand vous regardez toutes les propositions qui sont faites par les partis politiques au sens large, vous retrouvez les propositions de la Convention citoyenne. Tout le monde ne les fait pas dans le même sens, tout le monde n'a pas forcément les mêmes outils, mais vous allez les retrouver. J'ai pas vu de proposition magique. Par contre, j'ai vu une priorisation en disant il faut ce package-là. Si on veut avancer, il faut ce gros paquet-là. Donc, il ne faut pas oublier non plus que l'élu est citoyen, en premier lieu. Dès qu'on est élu, on ne sort pas d'un rôle de citoyen, on se sent concerné. Et on ne le perd pas, fort heureusement. Là où on pourrait retravailler, mais ça, c'est pas encore dans la... Il faut un changement constitutionnel. Peut-être faire comme dans certains syndicats, c'est-à-dire avoir un système de collège de représentativité.
Parce qu'en effet, il y a des profils qui ne sont pas assez représentés. Il y a eu des efforts de fait dans les deux chambres par les partis politiques, parce qu'il y a plus de diversité au sens large. Par contre, il y a peut-être des classes sociales qui ne sont pas encore assez représentées, des parcours qui ne sont pas représentés. Et c'est là qu'il faut retravailler, parce que ce qui a créé aussi à un moment le sujet des invisibles, c'est que pendant plus de 40 ans, 50, 60 ans, il y a des personnes qui n'ont jamais été représentées, qui n'avaient pas cette parole-là en disant mais attention, vous prenez des décisions, peut-être qu'elles sont scientifiques, pragmatiques, ce que vous expliquez, sur l'acceptabilité des sujets. Par contre, ça va changer un quotidien que vous sous-estimez. Ça va peut-être mettre des personnes dans une autre forme de souffrance que vous ne voyez pas sur ces parcours-là. Donc, il faut qu'on travaille collectivement sur ces sujets-là. Et ça passe aussi par représentativité. Et enfin, je crois vraiment à la formation. Je pense qu'on a un sujet. Beaucoup sont formés, mais je pense que sur certains grands enjeux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se former. Sur certains grands enjeux, sur la partition globale, c'est pour ça que je reviens aux ODD, si on ne va pas dans le même sens, enfin, ouais, c'est un GPS, on a un point A et le point B, ce que vous disiez, des fois on n'est pas d'accord sur le chemin à prendre, mais par contre l'arrivée, il vaut mieux être d'accord sur le sujet, parce que sinon on va tous y passer. Et malheureusement, on l'avait l'objectif, on a le point de mire, celui de la Convention citoyenne, du plan climat 2030, etc., mais malgré qu'on l'ait, tout le monde s'accorde à chaque fois à reconnaître que les mesures qui sont prises ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui a été défini. La COP encore. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça pointe du doigt, enfin pour moi, les propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne, qu'est-ce qu'elles disent ? En fait, elles remettent en cause notre modèle, oui, clairement. Et donc, elles mettent sur la table, en fait, de dire, voilà, à un moment donné, si on se repose juste des questions, parce que c'est quand même sur tout ce qui est intéressant d'ailleurs sur la Convention citoyenne, c'est sur ces questions de sobriété, de à la fois consommer moins, de repartir sur un modèle de se dire voilà, on a des ressources qui sont limitées, et même à une échelle territoriale, de se dire voilà, comment on va réfléchir à une échelle territoriale avec des ressources limitées et de pouvoir fonctionner avec ces ressources. Ça renverse totalement le modèle économique capitaliste qu'on peut avoir. Et donc là, bien sûr que ça pose des questions politiques en termes de choix de modèle. Donc c'est pour ça que moi je redis, c'est pas juste oui, on n'a pas bien compris et voilà. Non, il y a derrière ça aussi un vrai combat politique sur les orientations qu'on souhaite donner. Ouais, alors malheureusement je reste convaincu que y compris chez les sénateurs, beaucoup ne partagent pas le diagnostic. Et je distingue le diagnostic de la réponse. Et encore une fois, les réponses peuvent varier selon les sensibilités politiques des uns et des autres. Mais encore faut-il partager le diagnostic, et le diagnostic assez critique dans la situation dans laquelle on est, y compris avec l'enjeu des inégalités sociales et territoriales par rapport à la fois au dérèglement climatique et aux efforts et à la transformation que l'on va opérer qui va impacter différemment les différentes catégories de population. Après, il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué. On a évoqué le fait et la peur et la résistance que pouvait susciter le fait de réaliser qu'il faut changer de modèle. C'est le mot que tu as utilisé. Il me semble qu'il y a un enjeu quand on parle de sensibiliser, de former les gens, c'est aussi de montrer que il est possible de faire une transformation qui soit autre chose que de la privation, de la contrainte et de l'appauvrissement pour tous. Et là, je fais un peu d'autopromo sur les travaux du Shift Project. Mes collègues travaillent essentiellement sur la décarbonation des différents pans de la société, c'est-à-dire par rapport aux engagements de la France. Il faut rappeler quand même que la France est engagée à la neutralité carbone en 2050, c'est dans moins de 30 ans, avec des étapes intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire d'être neutre en 30 ans dans le domaine des déplacements, de l'habitat, de l'industrie, etc. L'agriculture et tous les autres pans de la société. Et là, je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est pas seulement le Shift Project qui le fait, mais le fait de produire, de se représenter à quoi pourrait ressembler la ville, les territoires de demain, l'économie de demain, l'agriculture de demain dans un monde décarboné, c'est susceptible de rassurer, en tout cas de ne pas rester sur cet inconnu. L'incertitude va quand même caractériser
les dizaines d'années qui viennent, mais au moins on sait qu'il est possible de réfléchir à une vision, à un projet de territoire. On est au Salon des maires, à 20 ans, dans quelque chose qui reste désirable, qui sera plus sobre qu'aujourd'hui, beaucoup plus sobre qu'aujourd'hui, mais qui reste désirable et partagé. C'est-à-dire, évidemment, là on revient sur le sujet de la participation, et ça, nous on est très pushy là-dessus, à la fois sur la dimension investissez dans la connaissance. La connaissance, c'est pas que la formation. La connaissance, c'est aussi diagnostiquer les vulnérabilités de son territoire par rapport à ce dérèglement climatique et cette transition. C'est investissez dans l'ingénierie, dans l'expertise, etc., etc. On propose même, on est assez concret, on propose que toutes les collectivités mettent 1% de leur budget de fonctionnement par an sur cette connaissance, cet investissement-là. Mais on propose dans le même temps aussi de revoir les projets de territoire, de redéfinir un cap. Le court terme, si sur un territoire tu n'as pas une vision, et on peut peut-être faire la même chose au niveau national, si tu n'as pas une vision à moyen terme qui te permet de t'affranchir des silos, qui te permet de décloisonner et d'amener les gens à réfléchir à une vision à moyen terme et ensuite à s'y référer, ça ne suffit pas, mais ça permet beaucoup de choses dans tous les arbitrages que tu vas devoir faire, les décisions avec les injonctions contradictoires qui ne vont pas manquer de se poser, les renoncements qu'il va falloir faire. Si tu n'as pas d'horizon et de cap, tu ne pourras jamais arbitrer et tu seras toujours dans la tension et le conflit. Si par contre tu peux t'appuyer sur un horizon avec des objectifs clairs, ça sera beaucoup plus facile. Ça c'est certain, non, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a l'articulation, parce que l'objectif clair et la vision à long terme, pour moi, elle doit être donnée par l'État. C'est-à-dire que c'est bien sûr à une échelle nationale de dire voilà où on va et donc du coup où on va mettre les moyens et vers quoi on va aller. Et après il y a la déclinaison locale. Et là, qui est particulièrement important, c'est vrai qu'on est au salon des maires. Moi, j'ai été maire pendant 10 ans. Le concret, c'est-à-dire de montrer, de dire que oui, le changement de modèle, il ne sera pas moins désirable. Au contraire, il sera même bien meilleur. Je veux dire, si on voit toutes les applications qu'on peut mettre de tout ce dont on parle concrètement sur le terrain, très vite, on le voit bien, c'est mieux vivre. C'est à chaque fois du mieux vivre. Sur la question des déplacements, pour les déplacements en ville, le fait d'avoir des transports en commun, d'avoir inversé sur le déplacement, notamment en vélo et piéton, je veux dire, se déplacer en voiture en ville, c'est coûteux, ça met du temps, on n'arrive pas à se garer, ça prend de l'espace public et on s'aperçoit que voilà, le vélo, oui, c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est mieux pour le pouvoir d'achat, c'est mieux pour la santé. Donc ça, c'est un exemple. Mais quand on le met sur la question des énergies, moi, sur ma petite commune, quand on est arrivé, c'est vrai qu'on avait les camions de fuel qui venaient livrer pour nos chaufferies, etc. Je me suis dit, c'est quand même, on a retravaillé sur nos ressources locales, sur le bois pour mettre en place un réseau de chaleur qui permet de créer un emploi. Très concrètement, je veux dire, les habitants, ils ont compris, Je veux dire, non seulement on maîtrise à la fois ce qu'on consomme et on le voit aussi sur l'impact environnemental. Et ça, c'est important. Ça crée un emploi. Ça permet aussi d'avoir une maîtrise du coût en termes d'énergie. Donc voilà. Et donc l'échelle locale, elle est indispensable. Communale et intercommunale, bien sûr. Et c'est d'autant plus pour ça que, et là je parle surtout sur l'intercommunalité, que ce lien démocratique qu'on est en train de perdre au niveau de l'intercommunalité, là je pense qu'il y a un vrai travail à faire, parce que ça passera par là. Toutes ces actions de proximité, elles se passent à ces échelons-là. Et hélas, quand sur des élections municipales, autant on a le débat politique sur le projet sur des élections municipales, dès qu'on passe à l'échelle intercommunale, on a vraiment cette problématique et on a vraiment cette problématique, on est en train de perdre nos citoyens par rapport au fonctionnement intercommunal. Moi, je suis très sensible à ce que tu viens de dire. On s'appelle cap collectif. Je crois à cette idée justement de se définir la condition pour engager le collectif, c'est de donner une direction. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a plus, on n'en voit plus nulle part, que ce soit au niveau national ou même local. On travaille avec plus de 150 collectivités. On a du mal à voir où on veut nous amener, où on veut embarquer les citoyens. Et ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, sur les propositions qui sont faites, que ce soit la convention ou plus localement, il y a toujours des résistances de citoyens qui ont peur, effectivement, qui ont le sentiment finalement que cette transition va leur coûter en qualité de vie, contrairement à ce que tu viens de dire. Et on en voit beaucoup qui se disent
Aïe, aïe. J'arrive déjà. L'histoire de la fin du mois versus la fin du monde, et qui ont un peu cette peur que c'est des sacrifices qu'on leur demande pour éviter le cataclysme. Et je pense C'est justement parce qu'on ne fait pas le récit de cette. Quand on leur dit le vélo c'est mieux que, je pense qu'il faut réussir à leur construire cette conviction qui n'irait pas. Et qui va aujourd'hui, Et j'aimerais du coup poser une question sur l'étape d'après de la Convention citoyenne aurait pu être le référendum. Ça a été d'ailleurs débattu à un moment donné. on aurait pu Dire, voilà les les 5 148 mesures, on les envoie pas au Parlement, on les envoie aux Français par voie référendaire. J'ai deux questions en une. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne idée? Et est-ce que vous pensez finalement, et aussi par les développements je viens de faire, que les 150 ils sont arrivés à ça parce qu'il y a eu tout le travail, les autres n'ont pas eu ce travail voyant les mesures, est-ce que vous pensez qu'ils les auraient majoritairement adoptées? Il y a une définition de la démocratie que j'aime bien. Elle est issue des travaux de Schumpeter. Il dit que la démocratie, c'est le fait de pouvoir donner la capacité à un peuple de choisir ses dirigeants. Et dedans, il y a à peu près tout. De pouvoir donner la capacité. C'est là, en fait, le rôle de l'État. Quand je parle de formation, déjà de récit, et c'est vrai que la politique ne fait pas plus forcément rêver, donc il faut essayer de voir loin. Il y a des tentatives sur le France 2030, le France 2050. Voilà. Il y a d'essayer d'aller voir beaucoup plus loin de ce qui nous dépasse. Mais de dire, le fait de donner de la capacité, c'est de donner déjà du temps. Parce qu'on se rend compte, on a des sociétés qui sont très aliénantes et parfois les gens ont envie mais manquent de temps. Parce que ça devient très oppressant. On a des quotidiens, un quotidien qui devient de plus en plus fou. Donc c'est comment repenser peut-être le rapport au travail pour redonner du temps aux gens pour pouvoir s'impliquer dans l'associatif, dans la démocratie au sens large, et après de former. Moi je suis pour le sujet du référendum. Alors, pas tous les jours, c'est engageant un référendum, mais il faut qu'il y ait aussi tout un sujet explicatif de formation en disant comment on en est arrivé là, sur quoi ça joue, et avoir. Moi j'adore la vision de Chiprodet de dire on va essayer de faire travailler cet imaginaire en disant regardez, on va changer, mais notre quotidien dans 10, 20, 30 ans ça va être ça. C'est-à-dire oui finalement c'est acceptable, on va essayer d'y arriver. Donc il y a tout ce sujet et ça il faut qu'on y travaille assez sérieusement. Et moi par contre ce que je constate et ce qui me rassure, c'est que les citoyens ne nous attendent pas. Il y a énormément d'initiatives qui sont qui m'attirent beaucoup dans les associations, dans les entreprises aussi, qui se sont saisies de ces sujets-là, et notamment aussi des ODD, dans les villes. Il y a des initiatives dans énormément entre guillemets, de villes moyennes ou de villes un peu plus petites. Ils disent moi je prends cette nouvelle matrice, j'embarque tout le monde et on avance vers cet objectif commun. Et l'État n'a qu'à s'intéresser, on va essayer de répliquer si c'est faisable. Parce que des fois il y a un sujet qui peut être adapté à un certain en tout cas territoire, et d'autres moins, mais en tout cas, c'est d'aller dans cet état d'esprit collectif. Et ça, j'en suis convaincu. Et non, sur l'idée, vous n'auriez pas été favorable. J'ai pas dit non, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je suis favorable à un référendum, à condition qu'il y ait tout un travail d'explicabilité, de formation aussi de l'ensemble, de dire voilà pourquoi on arrive à ces propositions. Mais tout simplement, c'est pas de dire oui, non, et on vote. Mécanique de référendum. Mais à nous de la... Dans la cinquième, quand on l'a utilisé, quand on a demandé aux Français de voter sur le traité européen de 2005, qui est vraiment incompréhensible pour le Mais c'est un des échecs de ce référendum-là, pour le coup. Donc il faut peut-être quelque chose à repenser sur cette pratique référendaire. Guillaume? Non, moi, sur le référendum, je suis très réservé, parce que je trouve que quand on arrive au référendum, c'est-à-dire, il y a le fait compliqué justement, c'est que sur quoi, oui, non, et voilà, donc on a quelque chose de très fermé. Je veux dire, même si on a sur un projet, on va dire, très bien, mais qu'on arrive à 49-51, ok, enfin, je veux dire, d'un côté ou de l'autre, quelle va être vraiment. Et je pense que c'est tout l'amont en fait, c'est justement tout ce travail de comment on arrive à mettre en place un projet, comment on arrive à faire ce travail justement de dialogue avec les citoyens jusqu'au vote. Et c'est pour ça que je trouve que parlementaire, le fait qu'on ait aussi deux chambres, c'est important pour construire la loi et arriver à ce vote-là. Mais c'est vraiment comment on le crée. Et les exemples que je donnais au niveau municipal sont là, c'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de participation. On peut avoir des aspects sur des référendums d'initiative partagés qui peuvent être intéressants sur certains sujets. Et c'est vrai que là pour la Convention citoyenne, j'imaginais mal de dire voilà, on a
toutes ces propositions et puis on va les mettre comme ça à référendum. Je pense que non. Et pour le coup, oui, non, mais ça, je pense que non, c'est pas, enfin, moi c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Parce que aussi derrière toutes ces propositions, je le redis, il y a un vrai débat politique, quoi, et qui est intéressant. Alors, le référendum va peut-être plus là. On aurait peut-être pu permettre ce débat-là, mais j'en doute quand même parce que ça me paraissait assez compliqué. Beaucoup de temps, si vous regardez le Brexit, qui était une forme de référendum, beaucoup veulent en revenir parce qu'on entend des citoyens qui avaient voté pour le Brexit qui disent mais on n'avait pas expliqué finalement l'ensemble des enjeux et des impacts. C'est peut-être pas à comparer de manière tout de suite, mais quand vous interrogez ceux qui ont voté pour, maintenant voterez contre quelques années après parce qu'ils constatent dans le quotidien les impacts. Le sujet de l'approvisionnement, le sujet de la main-d'œuvre dans la restauration, il y a tout un sujet. Et c'est ça où il faut faire attention sur le référendum. Moi je suis pour, mais avec un temps très long, de bien prendre le temps de se poser sur les impacts du quotidien par la suite. Mais c'est pour ça, enfin, moi je reviens aussi au niveau local. Je trouve que tout ce qui peut être fait, notamment sur les soit pétition, et le fait de dire on a un sujet, on souhaite qu'il soit porté, enfin qui nous paraît important, et ensuite c'est le conseil municipal qui va s'en emparer, qui va en débattre avec cet engagement en fait de mettre. Je trouve que c'est des éléments qui sont vraiment intéressants, quoi, parce qu'à la fois ça permet vraiment de pouvoir à la fois donner la parole, mais aussi de réfléchir à des questions et de pouvoir les porter et que ça soit pas juste. Et on voit que ça quand c'est mis en place, et notamment sur aussi la question du cap, parce qu'on nous dit toujours bah oui mais ces mesures-là elles sont quand même très compliquées, il faut du temps, etc. Mais quand on fixe un cap très long et au-delà d'une mandature municipale, j'ai l'exemple de Grenoble. Je me souviens quand Éric Coll a été élu en 2014, on a dit bon déjà c'est un accident, ils vont se planter et les mesures, enfin c'est pas possible. Le fait d'arrêter la publicité, le fait de transformer la ville justement sur les mobilités, le fait d'aller sur la question de l'alimentation, toutes ces transformations, ces modifications qui ont été particulièrement fortes, et notamment sur l'aménagement de la ville, quoi, hein, sur le travail sur la ville, on a bien vu que non seulement elle fonctionnait, elle se mettait en place, mais après je dirais qu'il y a eu une élection juste derrière. Éric a été mieux élu qu'en 2014 et en continuant, je dirais, ce cap et en allant toujours dans cette même direction. Et je pense que ce que j'ai trouvé intéressant, parce que je peux le dire, au moment des élections, je me suis dit waouh, ça va être dur, parce que forcément, quand on change des choses, quand on modifie fortement, il y a des réactions. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui disent ouais, ça va. Et je me suis dit ouais, ça va être dur. Et quand j'ai vu les résultats, même s'il y a eu une participation très faible, mais ça c'était global. Cela dit, il a été une des seules grandes villes où il a gagné des électeurs. Ouais. Le résultat, ça a quand même été, je pense que beaucoup de gens se sont dit oui, ok, on est à une étape, mais on connaît le cap, on sait où on veut aller et à long terme, et on sait quelle est cette modification, pourquoi elle est faite et qu'est-ce que ça va nous apporter. Et donc là, il y a une adhésion. Et donc je pense que oui, c'est important aussi de réfléchir comme ça et fonctionner. Alors, je suis en face de deux parlementaires, mais je pense qu'il y a un cap national, bien sûr, mais je crois beaucoup aussi au territoire, et je crois que la transformation, in fine, elle se fait sur les territoires. Et alors, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est effectivement, on a la bonne échelle, l'échelle du projet aujourd'hui, c'est l'intercommunalité. Et même l'interterritorial, c'est-à-dire l'inter-intercommunalité. C'est-à-dire que aujourd'hui le territoire est quasiment couvert d'intercommunalité, mais on voit bien qu'il y a des enjeux, des schémas de cohérence territoriale, il y a des sujets qui méritent de faire travailler ensemble plusieurs intercommunalités. Donc là, on arrive très vite à des échelles où les élus se retrouvent entre eux. Et la participation, déjà, elle n'existe pas forcément très très facilement à l'échelle communale. À l'échelle intercommunale, déjà, c'est rare, et à l'échelle interterritoriale. Donc là, il y a un vrai enjeu, alors qu'on est tous convaincus, et les citoyens les premiers, rapidement, de la dimension interterritoriale, interéchelle de tous ces sujets-là, interdisciplinaire, etc. Comment on fait, et là, peut-être l'outil numérique peut être mais ça ne sera jamais qu'un outil. Comment on fait pour garder cette participation, cette écoute, cette interaction avec les citoyens? Je pense que là, il y a un vrai sujet. Nous, on a coutume
en tout cas, on est très attentif, par exemple, à la révision des SCOT, qui est le seul document de planification sur les territoires qui doit réfléchir à moyen terme, à 20 ans, avec en plus une grosse dimension spatiale, c'est-à-dire avec une dimension aussi un peu prescriptive sur l'usage de l'espace. Donc c'est vraiment très adapté à une transformation qui va sortir de la commune, du cloisonnement des communes entre elles. Et pour autant, ce qu'on observe, c'est que à ces échelles-là, on a beaucoup de mal, c'est un euphémisme, à faire de la participation. Et on se retrouve avec des élus qui réfléchissent entre eux, qui superposent leurs projets intercommunaux, voire parfois même communaux. Or, c'est la bonne échelle. En tout cas, c'est une des échelles les plus pertinentes pour réfléchir, y compris à ce projet. Parce que, je vais donner l'exemple de Grenoble, mais les projets dont on parle là, ils ne peuvent pas être réfléchis commune par commune. Il faut absolument les réfléchir à une autre échelle. Ne serait-ce que parce qu'il faut s'assurer que les décisions qu'on va prendre chez soi, regarder comment elles vont impacter le voisin en matière d'adaptation au changement climatique ou de transformation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était on a affaire à des législateurs. J'ai deux législateurs devant moi. L'importance de la règle. Tu évoquais les entreprises tout à l'heure. Moi, je suis frappé, chaque fois qu'on rencontre des entreprises, des grandes entreprises, on les imagine ultralibérales, voulant surtout le minimum et je pense que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entreprises concernées par tous ces sujets, de la mobilité, de la construction, de l'alimentation, etc., au contraire veulent des règles du jeu, y compris contraignantes. Là, il y a une réglementation sur la construction, la RE 2020 assez contraignante qui est en train de sortir. Et moi, je suis frappé du fait que les gens s'en réjouissent en disant ça va nous booster, ça va nous obliger à... Et il y a une forme d'équité. À condition qu'on soit justement avec un cap et sur du long terme et que les règles ne changent pas. Oui, exactement, c'est de la stabilité. Oui, alors, tout à fait. Mais je pense que parfois on sous-estime le degré d'acceptabilité finalement de règles du jeu assez claires. Alors quand je dis ça, je dis immédiatement après, en ayant tenu compte de ces fameuses inégalités territoriales et sociales, non pas pour ne pas prendre les décisions, mais pour les accompagner de mesures qui tiennent compte de cette très forte disparité dans l'exposition, dans les vulnérabilités, y compris à la politique qui va être menée, et à ce qu'on explique aux gens aussi l'équité dans l'effort. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux dans nos responsabilités sur les émissions de gaz à effet de serre, dans notre dépendance à la bagnole et dans notre consommation de fuel, etc. Donc, si les gens n'ont pas l'impression, et là je fais quand même un petit renvoi aux gilets jaunes, que l'effort est un minimum équitable et ne repose pas sur finalement ceux qui sont peut-être les moins responsables des émissions parce qu'ils ont le moins de pouvoir d'achat et donc il y a quand même une corrélation directe entre la consommation et les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc il y a des règles du jeu accompagnées de mesures qui tiennent compte des inégalités sociales et territoriales et qui donnent le sentiment, en tout cas, d'une certaine équité dans les efforts et sans sous-estimer les efforts aussi. C'est un peu, je nuance un peu autant je crois à l'horizon désirable, autant la transformation, notamment sur le plan économique. Quand vous êtes sur un territoire où les emplois sont tous carbonés, c'est tous des sous-traitants de la voiture, de l'aéronautique, vous ne pouvez pas juste leur dire dans 20 ans notre activité économique est décarbonée. Comment tu les rassures en leur disant que on va accompagner la transformation de ces entreprises et de ces emplois? On rejoint le sujet de la formation. Oui. Nous, on essaie de travailler beaucoup avec toutes les entreprises, des grandes entreprises, des grands groupes élargis, parce qu'ils font vivre beaucoup de sous-traitants aussi, pour essayer de penser les métiers de demain. C'est-à-dire, voilà, vous évoquez, il y a des territoires industriels qui sont très carbonés, avec des emplois carbonés, en leur disant il faut penser aux transformations de l'emploi à 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on y arrive, parce que des fois c'est preuve d'une imagination débordante, mais d'anticiper la formation et la transition des compétences.
Parce que très souvent on dit, vous arrivez, on parle de numérique, robotisation, ça va faire disparaître les emplois, c'est faux, hein, ça en crée. Ça en crée, hein. En Allemagne, il y a eu plus 93 000 robots en 2015, plus 93 000 emplois nets en 2015. Aux États-Unis, Parce que les robots ne payent pas de cotisation sociale. Mais... Ça, c'est en effet un autre sujet, mais de dire, il y a des personnes qui se sentent aussi valorisées en disant, je peux arriver à un autre niveau de vie, à un autre niveau de responsabilité, peut-être avec un quotidien plus agréable aussi, hein, parce que sur la pénibilité ça fait aussi, mais ça c'est une transition qui se pense maintenant par la formation. Et c'est là où il faut travailler avec les entreprises, c'est là aussi où elles demandent, je vous rejoins sur la stabilité des règles, en disant une fois qu'on a les mêmes règles du jeu, arrivez pas, et là je prends pour peut-être pour rôle de politique, hein, tous les 5 ans avec un concours Lépine des idées, en disant non, il y a des choses maintenant qui vont se faire sur 10 ans, 20 ans, celles-ci on n'y touche plus. Celles-ci on n'y touche plus. Et je crois de plus en plus de grands groupes qui se sentent concernés par ces sujets-là. Peut-être qu'avant il y avait peut-être un autre état d'esprit, mais le capitalisme socialement responsable, qui essaie d'être en tout cas appliqué par ces entreprises, vient je dis, au cœur des règles du jeu. Moi, je parlais pas forcément de socialement responsable, je parlais juste que les entreprises, eux, ils pensent à leur business. Beaucoup, les grands, ont compris que la décarbonation était juste inéluctable. Elle se fera à degré ou de force, et il vaut mieux qu'elle se fasse degré. Et qu'elle se fasse dans la douceur. Ça sera pas dans la douceur de toute façon, parce que tu ne dis pas à des centaines de milliers de personnes qui vont perdre leur emploi, même à 20 ans, en leur disant qu'en retour, il y a des centaines de milliers d'emplois qui vont se créer par ailleurs. C'est pas perdre de l'emploi, c'est transformer l'emploi. Oui, mais faut être honnête avec les gens. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi et qu'il va falloir reconvertir. Donc il y a quand même une perte. Nous, on a fait des travaux, je m'excuse de vendre notre travail, mais on a fait des travaux sur à peu près un volume qui est un peu moins de la moitié de l'économie française en termes d'emploi. On estime que pour décarboner, on supprime 800 000 emplois et on en crée 1 100 000. Voilà. Mais c'est pas les mêmes. Donc il ne faut pas dire que c'est les mêmes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes emplois qui vont. C'est pas les mêmes emplois, mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui va perdre son emploi ne peut pas transformer pour aller chercher un nouveau emploi. C'est pas dans la même entreprise forcément qu'elle va. Donc il y a la transformation est forte. Ça va s'accompagner de tensions sociales inévitables. Si on ne veut pas que ces tensions sociales dégénèrent en des conflits qu'on n'arriverait pas à maîtriser et qui du coup vont bloquer la transition, parce que c'est ça, le problème du conflit, c'est qu'à un moment donné, il y a un rejet tel qu'on refuse de s'engager dans cette voie et on prend du retard et au final, évidemment, on aggrave le problème. Donc, il faut montrer aux gens qu'il y a des perspectives qui sont tout à fait désirables et leur donner envie. Il ne faut pas leur mentir sur la transformation et le changement de mode de vie, d'usage que ça implique. Il ne faut pas leur mentir sur le fait que la technologie, elle est importante, mais elle ne suffira pas. Et là, tout le discours... C'est la complémentarité qui est... Oui, mais tout le discours actuel sur l'investissement dans l'innovation peut donner le sentiment que grâce à l'innovation technique et technologique, on n'aura finalement pas grand-chose à changer parce que... On a commencé par des plans d'investissement dans les compétences, hein, là où il y a énormément de moyens. Mais je pense que tout ça, c'est de la pédagogie. Si on revient à la discussion sur la pédagogie... On en revient sur le récit, la visibilité des programmes au sens large. Moi, je trouve que c'est... Non, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense, de particulièrement important sur le fait qu'il y a ce changement et que c'est là toute la difficulté à gérer. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un stade A à un stade B comme ça, et les gens qui travaillent là vont travailler là. Il y a ça se prépare, de formation, d'envie aussi, parce que les gens qui faisaient des voitures n'ont pas forcément envie de faire autre chose, enfin, en tout cas. Donc il y a toute cette réflexion. Moi, où je suis d'accord, c'est que les entreprises, moi je l'ai vu avec la loi économie circulaire, la loi AGEC, c'était plutôt sur le plastique et sur la réparabilité, tout ça. Chaque fois qu'on a rencontré des entreprises, ils avaient un temps d'avance en fait. Mais par contre, ce qu'ils avaient besoin, effectivement, c'est d'un cadre, d'accompagner aussi justement sur comment ils peuvent se reconstruire et trouver d'autres alternatives. Donc, je pense qu'on a plutôt un tissu industriel, plutôt moteur. J'étais il n'y a pas longtemps aussi sur l'aluminium.
sur la décarbonation, puisque c'est l'aluminium, ça demande pas mal sur toute la réflexion sur comment récupérer les fumées, comment décarboner l'entreprise. Et là, pour le coup, c'est des entreprises qui sont plutôt moteurs là-dedans, sur aussi leur manière de réorienter, puisque l'aluminium va avoir aussi un intérêt sur sa légèreté, sur voiture électrique, sur batterie, sur tout ça, donc de réorienter totalement, et donc du coup aussi l'intérêt de la recherche et de l'innovation sur ces secteurs-là. Mais donc, Si les citoyens sont OK, les entreprises sont OK, les associations sont OK, en fait, vous allez finir par me convaincre que le problème, ce sont les politiques. C'est votre conviction profonde. Non, mais pourquoi on n'avance pas alors qu'est-ce que... Comment on fait, là, très concrètement, comment on fait pour que la campagne présidentielle, qui est quand même un moment J'allais y fort, venir. mais bon, comment on fait pour que ce soit le sujet? La transition, les enjeux, voilà, on peut parler du climat, c'est peut-être plus simple, mais pas que seulement le climat, mais la transition vers quelque chose de différent, mais de désirable aussi, et pour la France. Moi, encore une fois, moi je pense que oui, effectivement, on sait et il y a des choses qui se passent. Et c'est pour ça que de revenir sur les territoires, moi je pense que c'est vraiment important, parce qu'à chaque fois, ce qui manque derrière tout ça, c'est du concret. C'est de se dire réellement quel impact ça va avoir pour moi, comment ça va se passer. Sur les gilets jaunes, c'est pas, on dit, c'est l'augmentation de la taxe. Oui, forcément, ça a été le truc qui a mis. Mais c'est surtout, ok, moi j'ai mon diesel, j'habite dans mon village, j'ai aucun autre choix pour aller bosser tous les matins. C'est moi qu'on pointe du doigt en disant que je suis un sale pollueur, à qui on va me taxer. Et en face, est-ce qu'on va construire un tramway? Est-ce qu'on va construire une alternative possible pour faire autre chose? Et c'est ça en fait, c'est ce décalage-là sur moi changer, modifier mon comportement, je l'accepte. C'est jamais simple d'ailleurs, hein, mais en général on le voit et on l'a vu sur le Covid. Des changements très très forts. Moi je l'ai vu sur mon territoire par exemple sur l'achat de proximité. Bon, le problème c'est que ça rebascule très vite après, mais n'empêche qu'on a vu que là il y avait une contrainte très forte. Boum, les choses sont changées et des habitudes sont changées très rapidement. Donc moi je trouve que ça c'est plutôt rassurant. Mais pourquoi? Parce que on crée les conditions pour que ça puisse changer et on l'accompagne. Donc de revenir, moi je pense au local, c'est sûr. La question, je pense, de l'intercommunalité et du lien entre intercommunalité, notamment entre urbain et rural, moi ça me paraît indispensable. Si je reprends la métropole grenobloise, mais on peut le faire sur lyonnaise, etc., enfin surtout, c'est qu'on parle d'énergie, d'alimentation, de tout ce qu'on veut. Ce lien, cette interaction, il est là, quoi. L'alimentation, Grenoble, c'est je sais pas 3 jours d'autonomie alimentaire. Si on veut changer ça, si on veut vraiment, ça veut dire que ça impacte l'ensemble des territoires ruraux derrière, sur comment on met en place, comment justement cette question de l'emploi se met en place. Sur l'énergie, on a eu un cas très concret, très grosse chaufferie bois qui se met en place. À un moment donné, on s'est dit ouais, c'est très bien, super. Vous avez changé votre système de chauffage sur l'agglo, sauf que le bois, du coup, on va le prendre où? Est-ce que la gestion des ressources a été gérée autour? Non, c'est les territoires autour qui vont devoir s'organiser pour ça, quoi. Donc, on voit bien que cette interaction, elle est indispensable. Mais le lien citoyen, le lien démocratique, pour l'instant, c'est sûr qu'il n'existe pas, quoi. Il est absolument absent. Moi, je trouve, dans les intercos. Il y a quand même un signe. On a la loi 4D ou 3D, puisqu'elle a changé de nom, qui est passée au Sénat et puis qui est maintenant à l'Assemblée nationale. Moi, avec mon collège citoyen, on avait travaillé, puisqu'on avait un axe sur la démocratie, et je leur ai proposé, on va travailler sur des amendements, puisque sur parle de décentralisation, etc., l'aspect démocratique, il est particulièrement fort. Zéro, c'est-à-dire que tous les amendements qu'on a déposés ont été article 40, ça veut dire non, ils ne correspondaient pas au texte, et en fait, on n'a absolument rien sur cet aspect démocratie, sur la réforme, qui me semble la réforme qu'il faudrait faire sur la question de l'intercommunalité, entre communes, intercommunalité, interaction entre les intercommunalités, et ça, ça a été totalement évacué, c'est totalement absent. Donc je pense que ça ferait partie d'un vrai sujet sur les présidentielles, parce que c'est aussi cet outil-là qui permettra... Les intercos, effectivement, nous, ça fait 7 ans qu'on accompagne les collectivités, plus de 150, une interco en 7 ans qui a fait appel à nous, et encore dans la configuration que tu disais, qui était plutôt une majorité qui pouvait utiliser le participatif pour écraser la partie adverse qui ne voulait pas
On a même reculé, parce que même si voilà, il y avait les conseils locaux de développement qui sont pas voilà, mais avant c'était obligation à 20 000, on est passé à 50 000, donc je veux dire, on a encore diminué en fait cette possibilité d'interaction et de lien avec les citoyens, avec les entreprises aussi, parce que les conseils locaux de développement, c'était ça aussi qui est intéressant, c'est de lier à la fois entreprises, associations, citoyens sur l'implication locale. On est presque Ouais, bon, dépassé le temps qu'on avait prévu, mais c'est pas très grave. On est sur Internet. Un petit mot de la fin chacun autour de je voulais finir avec ça, juste sur la présidentielle. Est-ce qu'on peut voir émerger dans cette présidentielle ce véritable cap je parlais au moins pour l'une ou l'autre de familles politiques qui pourrait donner cette lecture un peu finalement aussi d'un état stratège qui propose un plan et une vision. Ah bah moi de toute façon j'en suis totalement persuadé, c'est-à-dire qu'à la fois sur l'état stratège et d'avoir une vision nationale et qui soit pas sur 5 ans, mais qui soit sur voilà, hein, l'objectif si c'est la décarbonation 2050, ça veut dire qu'on doit réfléchir sur 2050 voire au-delà et du coup comment on met en œuvre. En fait je trouve qu'on est dans une période en fait assez facile, je trouve, dans le sens où on sait où on veut aller, on a tous les ingrédients, je veux dire. On peut avoir parfois des crises où on se gratte la tête, on se dit tiens comment on va faire. Là, je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, on a les solutions. On a le rapport du GIEC qui nous dit déjà, voilà, ça craint, on est même vraiment dans la merde, mais en tout cas, on a des solutions et on peut les mettre en place. On l'a vu avec la Convention citoyenne et nous, quand on a travaillé sur la vraie loi climat, de dire, en fait, c'est des solutions, mais vraiment à portée de main, qui justement peuvent se mettre en place sur les territoires. Donc encore la question, et qu'on avait proposé aussi sur le financement des collectivités locales sur ces aspects-là, quoi. Ça veut dire que si on ne donne pas la main aux collectivités locales pour dire allez-y, ça passera par vous, et donc il faut que vous ayez à la fois la main et à la fois les finances pour pouvoir le faire. Et donc il y a cette interaction entre les deux. Je finirai par là, mais j'ai beaucoup travaillé sur la question du photovoltaïque et de la production de silicium sur notre territoire. On a 2 sites en Isère et en Savoie, un qui vient de fermer, l'annonce a été faite avec 220 emplois qui se retrouvent voilà. Sur la Savoie, je trouve ça totalement inimaginable, c'est-à-dire qu'on produit du silicium en France. Le silicium, il en faut dans les batteries, il en faut dans le photovoltaïque, il en faut pour la santé, le silicone, etc. Donc en fait, c'est un matériau qui est... qu'on ne soit pas capable d'avoir justement cette vision globale, de se dire on a besoin, ça fait partie de nos souverainetés, on doit mettre le paquet là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ensuite on doit travailler aussi sur comment, dans mon même territoire, j'ai Photowatt qui fabrique, on va dire qui fabriquait parce que des panneaux photovoltaïques, comment on crée toute cette filière avec un impact local, avec des emplois directs, avec une décarbonation, parce que l'impact de l'arrêt du silicium, le fait qu'on ne fabrique plus de panneaux photovoltaïques, je ne sais plus, 18 milliards d'appels d'offres qui ont été lancés par la France, qui est une bonne chose sur le photovoltaïque, c'est 18 milliards, c'est la Chine, ouais. Et c'est du carbone sur les transports, quoi. Donc on voit bien qu'on est, et donc cette vision globale, elle est totalement nécessaire, et c'est par ça qu'il faut aller, et donc c'est pour ça que la question écologique, hein, enfin je veux dire, voilà, c'est un bout de la chaîne et elle est totalement liée aussi à la vision industrielle, quoi. Si on ne défend pas ça, on n'arrivera pas à mettre en place toute cette chaîne. Je suis en marche. Alors, le programme est probablement en construction. Si vous êtes partie prenante, vous pouvez révéler des choses, mais est-ce qu'on peut être un programme de continuité, de gestion ou d'une autre direction ? Non, mais de toute façon, il y a forcément une concentration sur les grands enjeux, avec une prise en compte de ce qui s'est passé dans le mandat. Hein. Il y a des choses qu'on n'avait pas vues, la crise du coronavirus, par exemple, fallait l'inventer, mais voilà, c'était pas dans la tête de tout le monde. Il y a beaucoup d'enjeux. Pour répondre à votre question, je pense que moi j'ai une obsession permanente, hein, c'est les ODD. J'essaie de forcer tous les partis, mais le mien en premier lieu, à avoir cette partition d'une en tête, que ce ne soit pas l'inverse, hein, qu'on ne raccroche pas à chaque fois un élément du programme à un ODD pour faire de l'ODD washing, c'est pas ça le sujet, c'est-à-dire que ce soit la partition absolue, qu'il y ait des outils associés, parce qu'on manque d'outils en fait sur ces indicateurs qui sont extrêmement complexes, mais qui peuvent être simplifiés. Je sais que l'OCDE en a fait un, qui est une grille de lecture, on sait où on est bon, où on n'est pas bon, c'est assez clair. Mais il faudrait qu'il soit partagé un peu partout, qu'on ait cette partition-là. Après,
faut chasser en meute. C'est là où on a besoin de ce que vous faites, forcément des citoyens, des ONG, de tous les politiques, pour mettre ça à l'agenda politique. Attention, parce qu'on a un petit sujet chasse aussi. Sujet politique et médiatique, parce que malheureusement, moi, ce qui m'attriste, c'est que dans les grands médias à l'heure actuelle, j'entends pas parler des grands enjeux, j'entends pas parler de développement durable. On est sur d'une peur fantasmée d'immigration permanente. Enfin, on est dans autre chose. Le système devient fou. Oui. Donc c'est comment réfléchir ensemble à ce que ces ODD et le développement durable au sens large soient la priorité absolue de tous les partis politiques. Parce que là, vous disiez, ça nous dépasse. C'est plus une question de chapelle en disant quelles sont nos priorités internes. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde ne travaille pas en meute là-dessus, de toute façon, je pense qu'on va droit dans le mur. Et depuis le Club de Rome, on l'entend à un moment. Donc, je pense que ce que disait M. le sénateur, c'est le bon moment, je pense. Pour le coup, c'est le moment où on doit faire le shift, hein, mais c'est peut-être sans mauvais jeu de mots. The Shift, pour vous, c'est un peu la saison des plaidoyers. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là tout seul ou avec d'autres? Alors d'abord on est un think tank, donc notre but c'est de médiatiser autant que possible. Donc je suis incapable de dire si ça sera le sujet de la campagne présidentielle, malheureusement. Mais nous on fera tout pour. Nous c'est d'abord The Shift Project, donc c'est une association avec des grandes entreprises derrière, mais c'est aussi un réseau de bénévoles. Hein. Il y a plus de 10 000 bénévoles au Shift qui sont un peu partout sur les territoires et en France. Ouais. Donc c'est une grosse organisation. Et on sort donc un plan de transformation de l'économie française. Le livre sortira fin janvier, mais il y a déjà beaucoup d'éléments disponibles aujourd'hui. On médiatise régulièrement des éléments pour justement alimenter ce débat, montrer que les enjeux climat et de transition énergétique doivent être centraux, cardinaux dans la future campagne et dans la vision que le futur exécutif proposera. Et puis surtout le nourrir d'illustrations concrètes sur le chemin aussi, parce qu'on ne parle pas que de vision décarbonée, on parle aussi de la transformation. Dans le plan de transformation, on s'intéresse aux 5 prochaines années, c'est pas un hasard. Quelles sont les actions à mener pour décarboner la mobilité, l'industrie, le logement. C'est notre feuille de route. Et évidemment, tous nos efforts vont s'employer à médiatiser ce travail, à participer à des débats, à essayer de mobiliser les médias. Évidemment, nous aussi, on est très, très sensibles au peu d'intérêt. Certains médias s'y intéressent, mais enfin globalement les grands médias, ça reste quand même assez superficiel. Donc là on a un décalage énorme entre la prise de conscience, puis on revient au début de notre discussion, supposée et réelle en partie pour les citoyens, et puis l'offre politique, l'offre médiatique en face. Est-ce qu'on arrivera à corriger ça dans la campagne? En tout cas, nous, on va tout faire pour mettre ce sujet-là en première position. Espérons qu'il soit entendu par les candidats, par toutes les écuries, qui effectivement on arrivera à faire progresser les questions de développement durable et nos délais. Merci à tous les trois. Et salut tout le monde, on se retrouve 14h30 je crois pour un autre live avec Anas Kazim, qui est candidat à la présidentielle NPA et qui viendra nous parler au Salon des maires de France des difficultés d'obtenir des parrainages. À tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Nico? you.